Bienvenue à la Journée internationale des droits de l'enfant. Aujourd'hui, on parle de la parentalité positive. Merci d'être aussi nombreux à avoir répondu à cet appel. Ce webinaire, il est présenté aujourd'hui pour mettre à l'honneur les ateliers Faber et Maslich, cette méthode d'approche de parole spécifique directement reliée à la parentalité positive. Pour en parler, nous avons notre invité d'honneur, Martin Solveig, qui est un DJ qu'on connaît tous et qui a créé Alma Studio, une plateforme qui permet dans son application aux enfants de pouvoir écouter de très beaux contes. On en parlera avec lui, bien sûr. Puis nous avons avec nous Roselyne Roy, qui est la digne héritière des ateliers Faber et Maslich, qui nous parle du Canada, où il est midi, puisque nous sommes basés en France. Et il fait plutôt nuit. Donc Roselyne, merci d'être avec nous. Tu es également la directrice de Aux Éditions du Phare, qui est notamment l'édition qui publie tous les livres Faber et Maslich. Et puis Genoveva Desplat, qui est également une intervenante de notre webinaire, qui est responsable francophone des ateliers Faber et Maslich, qui anime beaucoup d'ateliers, beaucoup de conférences. Elle nous parlera de son travail en tant qu'animatrice. Un grand bonjour à Anne-Cécile qui nous suit au niveau de la technique et qui vous a sans doute accueilli dans ce webinaire. Nous sommes partis donc pour un petit bonjour, pour passer ensemble un moment agréable sur la question de la parentalité positive. Je suis Gila Clara Kessous, artiste de l'UNESCO pour la paix, et je suis également ambassadrice de la paix auprès du Cercle universel des ambassadeurs pour la paix. Je serai heureuse de pouvoir être votre modératrice ce soir. Je me tourne vers notre invité d'honneur, vers Martin Solveig, pour ouvrir le bal des questions et des présentations. Alors, Martin, pourquoi Alma Studio? La première question. Alors après, l'histoire est très simple. Après 20 ans de carrière musicale qui m'a apporté beaucoup de joie et avec laquelle j'ai pu échanger avec des publics dans le monde entier, y compris au Canada d'ailleurs, qui est un pays que j'aime beaucoup. J'en profite puisque il y a des Canadiens avec nous aujourd'hui. C'est vrai que j'étais à la recherche d'un projet qui, pour moi, fasse du sens dans l'exploitation d'un certain nombre de mes talents ou de mes compétences et de pouvoir mettre ça au service de ce que moi je considère comme le plus important, c'est-à-dire les enfants, les générations futures. Et puis, donc ça, c'était une envie un peu de fond. Et puis, dans la pratique, je suis papa de 2 petites filles. Et la plus grande a 6 ans aujourd'hui. Et du coup, j'ai suivi un peu toute son évolution. Et elle très vite s'est tournée vers les histoires, une grande soif d'histoire, et notamment une grande soif d'histoire audio. Et c'est vrai que moi, je suis un homme de l'audio. Et du coup, ça m'a intéressé. Et je me suis rendu compte de tous les bénéfices de l'audio opposés tous sans agressivité, mais opposé à la vidéo. Parce que j'ai aussi été sensibilisé par certaines lectures sur le fait que dans les pays occidentaux, les enfants passent plus de 3 heures par jour devant des écrans, et ce, dès l'âge de 3 ans. Et donc, je me suis dit, si on pouvait convertir une partie de ce temps d'écran en un temps d'histoire audio, on diminue un petit peu les dimensions agressives qui sont liées aux écrans, et on a tous les bénéfices de l'audio qui sont développer son imaginaire, développer son vocabulaire, sa créativité, s'apaiser aussi. Les enfants sont beaucoup plus calmes et beaucoup plus apaisés quand ils écoutent des choses. Et donc, je me suis lancé dans le développement d'une application qui serait dédiée à ça, qui s'appelle Alma Studio, et dont le parti pris est très fort, puisque quand l'histoire commence, l'écran devient noir et l'enfant ne peut plus naviguer, ne peut plus jouer, parce qu'en fait, ça c'est de l'expérience pure. Ma fille, quand je lui faisais écouter des podcasts, elle se mettait devant le truc et elle regardait l'image, je dirais un peu abrutissante, même il se passait pas grand-chose, ou même sur un. Et donc pour moi, c'était important de dire, voilà, de faire le geste de passer à l'audio. Et du coup, ça aide les enfants à se distancier de la tablette, du téléphone, et ça leur permet de vraiment démarrer l'aventure de l'audio. Alors, on le voit, hein, Alma Studio, ça répond à un besoin. C'est directement relié avec ce que nous recherchons ce soir, c'est-à-dire mettre à l'honneur également
le lancement de ces livres audio qui ont été développés pour des comptes de Faber et Maslich. Alors, pour Alma Studio, j'ai l'impression qu'il y a aussi un vrai alignement de valeurs vis-à-vis d'un rapport à l'éthique qu'on pourrait retrouver tout à fait dans le cadre de cette journée internationale des droits de l'enfant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Bah absolument, c'est vrai que Alma Studio va se développer comme une entreprise familiale. Il y a beaucoup de talents que j'ai eu la chance de déjà pouvoir solliciter et avec lesquels nous avons collaboré, puisqu'il y a aujourd'hui déjà 150 histoires audio disponibles dans l'application. Il y en a de nouvelles toutes les semaines. J'ai donc réfléchi à un modèle qui permettrait à la fois de financer cette création, donc c'est un modèle d'abonnement, et en même temps, bien sûr, la possibilité de faire bénéficier d'Alma Studio dans une version étendue à toutes les personnes, tous les enfants pour qui la dimension économique serait un frein et qui pourraient avoir de besoins encore peut-être plus importants. Alors, je vais donner des exemples précis. On a 4 mois d'existence aujourd'hui, donc on est tout jeune. On est déjà en contact avec 2 associations françaises d'enfants atteints du cancer et de la leucémie que nous allons équipés intégralement en abonnement et qui donc pourront utiliser l'application de manière indéfinie. Et nous commençons également, donc ça c'est concret parce que c'est déjà fait, et puis nous commençons à avoir des échanges, ça c'est très intéressant, avec des enseignants de maternelle dans des zones d'éducation prioritaire en France, dans des endroits où les enfants sont moins favorisés qu'ailleurs. Et de la même manière, la vocation d'Alma Studio, c'est d'offrir sans aucune contrepartie nos services à tous les enfants qui en ont besoin. Dernier point très important que nous avons obtenu auprès d'Apple, dans quelques jours, normalement, l'application Alma Studio sera dans une version light, avec moins d'histoires, pas tout le catalogue, complètement gratuite. Ce qui permettra à tous les enfants francophones pour l'instant, parce que c'est uniquement en français, d'en profiter. Et évidemment, ça aussi, ça fait partie de cette espèce d'échange que nous allons établir et d'un principe de donner accès à nos services au plus grand nombre. Merci. Alors, c'est vraiment un projet très ambitieux. Et je rappelle pour les personnes qui nous suivent que vous pouvez envoyer vos questions directement à tous nos intervenants. Si vous avez des questions en particulier pour Martin, vous pouvez tout à fait les lui poser sur la plateforme ou autre. Moi, ma prochaine question, bien sûr, c'est sur la parentalité positive. Qu'est-ce que c'est que la parentalité positive ? Je dois compléter juste un tout petit peu sur le principe, sur le modèle économique, parce qu'en fait, concrètement, on est dans l'univers du livre audio et du podcast. C'est un univers dans lequel il y a beaucoup de gratuité. Et donc, la question était comment on finance la création, parce que là, c'est concret, il y a déjà plus d'une centaine de talents qui ont écrit, c'est que des histoires originales, qui ont interprété, il y a des voix, il y a du son, il y a de la musique, il y a tout ça, donc comment on finance ça? Et le modèle de l'abonnement m'a paru être justement le modèle le plus éthique, puisque la gratuité n'est jamais vraiment gratuite. La gratuité va toujours forcément de pair avec de la publicité ou de la monétisation des données. Et c'est vrai que Alma Studio, c'est une application sans publicité et sans monétisation des données. C'est très important. C'est une bulle dans laquelle les parents peuvent être en toute confiance. Ils ne seront pas après, en fonction de l'utilisation de leurs enfants, exposés à des messages publicitaires qui se rapportent à tel ou tel et à tel ou tel usage. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me semble important d'un point de vue éthique. Pardon, Gila, j'ai un peu mangé votre question. Alors, la parentalité positive, c'est le magnifique sujet d'aujourd'hui. C'est peut-être ce qui nous préoccupe tous ici le plus. Moi, concrètement, je me suis lancé dans ce projet Alma Studio avec, et bien sûr, cette idée en tête et avec l'idée de faire, d'agréger de plus en plus de talents qui sont des acteurs du monde de la parentalité positive, que ce soit des médecins, que ce soit des pédopsychiatres, que ce
soit des enseignants, que ce soit des sophrologues, que ce soit même des personnes qui font de la méditation pour enfants, pour apporter des petites solutions bien-être. Et puis, je ne peux pas, je ne peux pas l'omettre. La parentalité positive, c'est aussi pour moi le bien-être des parents, puisque en fait pour une famille avec beaucoup de sourires, il faut que tout le monde ait du bien-être, et ça commence par les parents pour qu'ils puissent avoir du temps, engager du dialogue, faire preuve d'une bienveillance au quotidien. Et donc, évidemment, à mon très humble niveau, j'espère que Alma Studio permettra de répondre à cette problématique en déculpabilisant aussi un petit peu les parents qui sont… Moi, j'ai l'impression que nous, parents de notre génération, passons plus de temps avec nos enfants, sommes plus attentifs à ces problématiques que ne pouvaient l'être nos parents et nos grands-parents. Ils m'écoutent peut-être, ils seront peut-être fâchés, mais j'ai quand même cette impression dans l'ensemble. J'ai l'impression que c'est une vraie… dans la foi aussi. Mais c'est vrai aussi que dans le cadre de mes échanges avec beaucoup d'experts pour la création d'Alma Studio, j'ai aussi rencontré ou échangé avec, par exemple, des médecins qui m'ont dit de toute façon, les écrans, l'audio, tout ça, c'est pas bien. Ce qu'il faut, c'est passer du temps avec ses enfants. Oui, c'est vrai, mais la réalité de parents d'aujourd'hui, qui peuvent être actifs, qui peuvent avoir un emploi, c'est qu'ils ne peuvent pas passer non plus 24 heures sur 24 avec leurs enfants, et qu'il leur faut aussi des solutions pour occuper leurs enfants d'une manière intelligente et aussi se délester sans être culpabilisés. Très bonne notion, hein, très bonne remarque. C'est vrai que la parentalité positive, comme vous le dites, ça va avec le bonheur des parents également. Un petit mot avant qu'on puisse commencer à aborder la thématique des ateliers Faber et Maslich. Martin, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce rapport de communication à l'enfant qui passe, et pour vous, par l'audio en termes musicaux, et aussi par le récit? On vient de le perdre. Oui, on vient de perdre Martin. Eh ben, ça me permet de pouvoir faire une transition dans ce cas directement. Martin reviendra sans doute dans quelques moments. On va faire la transition justement sur Faber et Maslich. Et puis, bon, comme on a la chance, comme on a beaucoup de chance de n'avoir Roselyne Roy parmi nous, on va avoir l'héritière directe, je le disais, des ateliers Faber et Maslich, quelqu'un qui a pu connaître directement Faber et Maslich. Martin revient. Justement, avant de passer la parole à Roselyne, je voulais vous permettre de dire un dernier mot justement sur cette notion d'audio entre le rapport à la musique et puis le rapport à la musicalité de la parole. Peut-être, Martin, un tout dernier mot avant que je donne la parole à Roselyne pour nous faire un petit topo sur Faber et Maslich. Pardon, j'ai été coupé un peu violemment. Je suis désolé, en plein milieu du truc. C'est bon. Je pense que moi, je suis surtout très heureux d'être ici avec vous ce soir et d'écouter les nombreux aspects que peuvent recouvrir la parentalité positive. J'en suis sûr, apprendre énormément de choses. Moi, je suis très, très convaincu par effectivement l'audio, la musique. Il y a énormément de vertus. C'est d'ailleurs très très utilisé et très recommandé, notamment pour les classes de maternelle, à des âges qui sont extrêmement, je dirais, stratégiques, puisque c'est des âges où l'élasticité du cerveau est extrêmement forte et où les enfants emmagasinent beaucoup de choses. Donc c'est mon domaine d'expertise, mais je suis aussi là pour en découvrir plein d'autres et échanger avec tout le monde ici. Parfait. Merci en tout cas de votre présence. On vous garde sous le coude. Je laisse donc la parole à Roselyne pour un petit topo, un petit panorama de ce que c'est que l'approche Faber et Maslich, cette notion de parentalité positive qui est très reliée à l'audio, donc non seulement par rapport au lancement des CD des Blipou, mais également sur cette idée de parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent. Roselyne, je te laisse la parole.
Merci, Guyla. Et merci, Martin. Moi, j'apprends sur ton travail et je trouve ça très intéressant. C'est une merveilleuse initiative. Euh, alors, je suis contente qu'on est connectés ensemble aujourd'hui. Alors, moi, je parle de parentalité bienveillante, mais ça revient au même, positive, bienveillante. Et puis, l'approche d'Adèle Faber-Elaine Maslich, en fait, Adèle m'a toujours dit qu'elle aurait préféré qu'on parle de l'approche parler pour que les enfants écoutent. Alors, c'est une personne qui aime pas se mettre de l'avant, qui est très sobre, et elle aurait voulu qu'on parle plutôt de l'approche parler pour que les enfants écoutent. Alors, c'est plus descriptif. J'ai la chance de connaître Adèle depuis plusieurs années. Elle est encore bien vivante. Elle n'aime pas dire son âge, mais elle a 94 ans. Je n'en dis pas. Et puis, Elaine, mais je ne l'ai pas connue malheureusement parce qu'elle est décédée depuis 3 ans. Et puis, très tôt, il a fallu qu'elle se retire un peu de la scène. Alors, j'ai découvert l'approche par hasard. Ça m'est tombé dessus alors que je raconte un peu cette histoire-là dans le début du livre Parents épanouis, enfants épanouis, qui est le premier de la série que j'ai traduit et publié, où j'étais maman déjà de 4 jeunes enfants et je faisais un stage dans le cadre de ma master en psychologie. Et puis, il a fallu que j'anime un groupe pour des parents qui avaient des enfants avec des problèmes de comportement, enfants hyperactifs qu'on appelle ici au Canada. Et puis, on m'a dit, bon, ben vas-y, hein? Puis moi, je ne savais pas quoi faire. Qu'est-ce que je leur enseigne? Et puis, ils m'ont dit, bon, tu vas à la bibliothèque, tu cherches. C'était dans ce qu'on appelle ici au Canada une clinique de santé mentale. Alors, quand je suis tombée sur le titre, c'était en anglais à l'époque, How to Talk so Kids Will Listen and Listen so Kids Will Talk. Ça m'a tout de suite interpellée. Alors, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En tournant les pages, là, ça a été waouh, 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 parce que ça répondait à ma soif, moi, de parent. Ça répondait à beaucoup, beaucoup de mes questions. Alors que moi, j'avais été tout le temps à la recherche de ce qui se fait dans le domaine de la parentalité et tout ça. Je lisais tous les articles, les livres qui pouvaient sortir là-dessus. C'est la première fois que je lisais une approche à laquelle je sentais que je pouvais adhérer, mais adhérer à 100%. Il n'y a rien qui bloquait en moi, qui disait non, non, j'aime pas ça, ça ne me colle pas à la peau et tout ça. Alors, je me suis dit, bon, on va voir comment les parents avec lesquels je vais travailler comment eux vont réagir. Alors, ça a été des waouh aussi. Puis, bien sûr, mon premier groupe, c'était des anglophones, parce que l'approche, bien sûr, a été écrite en anglais. Et le premier livre qui a été écrit, en fait, c'est celui-là, c'est Parents épanouis et enfants épanouis, votre guide pour une famille plus heureuse. Ce livre-là raconte l'histoire des auteurs, Adèle et Elaine, qui ont fait partie d'un groupe de parentalité avec le docteur Reim Geneth. Alors, Reim Geneth est un psychologue, professeur d'université dans le domaine de la psychologie, travaillait avec des enfants. Et puis, il a eu cette bonne idée de commencer des groupes avec des parents. Et ce sont à ces groupes-là que Adèle et Elaine se sont inscrites. Et Adèle et Elaine ont tellement aimé ce qu'elles ont appris là. En fait, ça a duré longtemps, ces groupes-là. Ils ont participé pendant, je pense, 7-8 ans. Et puis là, ils ont tellement appris en contact avec d'autres parents parce que le fait d'être en groupe et de partager au sujet de tout ça, ça ouvre tellement de portes dans le sens que je ne suis pas toute seule à la maison à me sentir que je suis une affreuse mère ou un affreux père. Il y en a plein d'autres qui se sentent comme moi. Et puis, c'est quoi notre problème et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et puis là, on arrive avec des... Reim Geneth avait cette facilité à transmettre des choses qui étaient très concrètes, du pratico-concret. Ils ont appelé ça en anglais des skills, puis moi, en français, j'ai traduit des habiletés. Puis je trouve que ça dit bien ce que ça veut dire. Devenir de plus en plus habile à mettre ces trucs-là en pratique. Okay? Alors,
Adèle et Elaine ont voulu partager ce qu'elles avaient appris pendant toutes ces années-là. C'est comme ça qu'ils ont écrit Parents épanouis, enfants épanouis, qui est un témoignage des années qu'elles ont suivi ces groupes de parentalité avec Reine Guénette. Ensuite, ça a été tellement populaire, les gens demandaient encore, encore, encore. Et c'est là qu'elles ont écrit le livre. D'abord, ils ont créé les ateliers, parler pour que les enfants écoutent. Et puis là, ils ont écrit le livre qui vient avec. OK? Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Celui-là, ça a été le plus populaire de tous leurs livres. OK? Le deuxième. Et celui-là, il est rempli de bandes dessinées. C'est du pratico-concret. OK? Ça a tout été divisé en chapitres. Donc, le premier qui est la base de tout, parce c'est une approche qui est basée sur l'approche humaniste. Et dans l'approche humaniste en psychologie, c'est l'approche qui tient compte des sentiments. Alors, c'est la base de tout ça, OK? On tient compte des sentiments d'un enfant. On a cette fâcheuse habitude d'essayer de balayer les sentiments des enfants. Un enfant qui tombe, qui se fait mal, « Oh, c'est pas si grave que ça, t'as pas besoin de faire une grosse crise juste pour ça. Ah ben non, c'est juste une petite égratignure. » On pense que si on diminue l'impact de ce qui vient d'arriver, ou l'enfant va se sentir mieux, ou ça va l'aider, ou c'est l'inverse qui se passe. On s'aperçoit que plus on nie la réalité de l'enfant, ou ce qu'il ressent par rapport à une situation, plus ça augmente en force parce que l'enfant a besoin de sentir qu'il est compris par l'adulte. Alors, c'est cette compréhension-là que l'enfant recherche. Alors, tout le premier chapitre s'étend sur comment écouter. Alors, ça vient avant de parler. Alors, on apprend très vite qu'on parle trop, les parents, puis on oublie la partie écoute. OK? Alors, après ça, s'enchaînent les autres chapitres sur comment faire coopérer les enfants. C'est tellement important. Ça mange une grosse partie de nos journées de juste leur faire les tâches qu'on a besoin de leur faire, brosser les dents, aller se coucher, mettre les pyjamas, tous ces trucs-là, se préparer le matin pour aller à l'école ou aller… Alors, il y a tout un chapitre sur des habiletés concrètes qu'on peut mettre en pratique pour justement que ça ne devienne pas des batailles à plus finir. Et je pourrais vous en parler pendant des heures, il faut que je me limite, j'ai 20 minutes là. Alors, et puis on embarque un autre chapitre sur comment remplacer la punition, parce qu'on sait très bien que les punitions, très dommageables pour l'estime de soi des enfants et tout ça. Alors, on n'essaie pas, on évite complètement. On a trouvé quelque chose pour remplacer et qui est beaucoup plus non seulement utile, mais qui n'attaque pas l'estime de soi des enfants. Alors, l'enfant devient partenaire avec l'adulte pour trouver des solutions quand il y a un problème. Alors, c'est longuement expliqué dans un chapitre. On va avoir un chapitre sur l'autonomie, un autre sur les compliments. On apprend même qu'on n'a pas l'habitude de complimenter, on évalue. Quand on dit c'est beau, c'est pas beau. OK? Une journée, on peut leur dire « t'es gentil » et le lendemain, on peut leur dire « mais non, t'es pas gentil ». Alors, ce n'est pas des vrais compliments, ça ne va pas nourrir l'estime de soi parce qu'on le donne et on l'enlève le lendemain. Alors, on apprend ici à décrire plutôt. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, je vais juste vous appâter, vous mettre l'eau à la bouche. Et puis, le chapitre sur les rôles qui est tellement important, l'autonomie, je l'ai mentionné, les rôles. Alors, on ne se rend pas compte, mais on met les enfants dans des rôles et eux se perçoivent comme le rôle ou l'étiquette qu'on a assignée, comme l'enfant qui est paresseux, ou l'enfant qui est trop turbulent, ou l'enfant qui est le vrai petit moulin à parole. Alors, on leur donne des rôles comme ça, des étiquettes, non sans cause, parce que souvent, il y a une raison pourquoi on leur donne ces étiquettes-là. Mais on se rend compte que ça devient un poids pour eux. Alors, comment éviter ça? Quoi faire à la place? Alors, je ne peux pas m'étendre, mais ça vous donne une idée. Et Martha, j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé du fait que les parents, il faut tenir les parents en compte dans tout ça. Et il y a vraiment un chapitre là-dessus sur les parents, on est des personnes, nous aussi. Puis, ce n'est pas possible d'être tout le temps patient
c'est impossible. On ne peut pas demander ça. C'est pour ça, moi, je questionne un peu parentalité positive ou même bienveillante. En fait, je n'aime pas mettre une étiquette là-dessus parce qu'il y a des moments où on en a marre, où on en a assez. Et puis là, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas les brutaliser, nos pauvres petits chéris, mais il reste qu'à un moment donné où il faut mettre des limites. Alors, comment justement mettre des limites, mais sans que ça devienne quelque chose qui va handicaper l'enfant au niveau de son estime de soi. Alors, on parle beaucoup d'estime de soi dans l'approche, mais indirectement parce que c'est la base. Merci Roselyne. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner juste pour nous expliquer l'ampleur que ça a pris, hein, tu nous as bien parlé, juste merci, une idée de chiffre. Est-ce que tu as une idée l'étendue le premier livre qu'elles ont écrit, non, c'est pas Parents épanouis, mais comme je vous disais, Parler pour que les enfants écoutent, il y a une quarantaine d'années. Et puis, il a été traduit dans au-delà d'une trentaine de langues, et même dans des dialectes en Afrique, dans des petits villages, on a traduit ça dans des dialectes. Alors, ça s'est étendu dans le monde, partout. Et en plus, elles ont écrit les ateliers qui correspondent au livre. Comme il y a l'atelier Parler pour que les enfants écoutent. Donc, ça aussi, ça a aidé à faire connaître. Parce que là, il y a des animatrices qui se sont mis à faire connaître l'approche aussi. D'ailleurs, juste dans notre francophonie mondiale, on a déjà, on a de la difficulté à mettre un chiffre dessus, mais au moins 3000 animatrices. On parle de la France, de la Suisse, de la Belgique, le Canada, bien sûr, la Nouvelle-Calédonie, l'île de la Réunion. Moi, j'ai eu la chance de me promener un peu partout dans tous ces pays-là, puis de faire de merveilleuses rencontres un peu partout, puis de rencontrer tellement de personnes qui avaient soif, elles aussi, de partager tout ce beau matériel-là. Alors, l'aventure ne s'est pas arrêtée là. Elles ont écrit un livre sur la frères et sœurs sans rivalité, qui reprend les mêmes habiletés, mais qui, là, qui est orienté plus vers la dynamique dispute entre frères et sœurs. On a tous besoin de celui-là. Moi, j'ai eu une 5e enfant par la suite, et puis ça a été pendant des années, ça a été ma Bible. Parler pour que les ados écoutent. Ils ont écrit un livre spécifiquement là-dessus, ok, parce qu'il y a des dynamiques un peu différentes rendues à l'adolescence, mais on utilise les mêmes habiletés qui sont adaptées par la suite. Parler pour que les enfants apprennent, donc pour les enseignants. Alors, j'ai oublié de mentionner que le livre Frères et sœurs sans rivalité, il y a aussi un atelier correspondant à ça. Alors, souvent, après qu'on a suivi l'atelier Parler pour que les enfants écoutent, celui sur Frères et sœurs devient un must. Après ça, Parler pour que les enfants apprennent, je travaille actuellement sur la rédaction de l'atelier qui vient avec ce livre-là. Donc, on s'en va dans les écoles avec ça, OK? Alors, il y a une première partie qui est déjà sortie, il va y avoir une deuxième sortie. Puis, tous ces ateliers-là sont faits de façon très ludique. On s'amuse, on rit, on joue des jeux de rôle, on apprend en s'amusant. C'est vraiment agréable. Un autre livre qui est sorti après, elles ont dit que c'était pour les papas, être le parent que vous avez toujours voulu être. D'ailleurs, on a le CD aussi qui vient avec ça. Alors, c'est un tout petit résumé là, pour les papas qui ne voudraient pas lire le gros livre. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste une question de papa-maman. Des mamans trop occupées non plus qui n'ont pas le temps de lire, alors elles peuvent lire la version abrégée. Et puis, le dernier livre qui est sorti de la série, c'est Parler pour que les tout petits écoutent. Alors ici, on s'adresse des enfants à peu près de 2 à 7 ans. Et puis, c'est Johanna Faber, qui est la fille d'Adèle Faber, qui a écrit ce livre-là avec Julie King. Alors, les deux femmes sont d'ailleurs en train d'en rédiger un deuxième. Éventuellement, on espère que les ateliers sortent aussi sur ce thème-là, Parler pour que les tout-petits écoutent. Et moi, je travaille, Johanna était enseignante elle aussi, comme sa mère, Adèle, a été enseignante. Elaine était plutôt artiste. Alors, avec Johanna, on est en train de rédiger l'atelier pour les enseignants. Alors, c'est une grande aventure. Moi, je suis là-dedans depuis au-delà de 30 ans. Et puis, ce n'est pas juste la pratique, c'est de l'expérience. C'est avec mes propres enfants, avec des parents, des professionnels de partout.
je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire. Le livre… Ça a l'air d'être quand même beaucoup de passion hein, aussi, Roselyne, parce que Ah, beaucoup de temps dédié, si je puis me donc, permettre. si après 30 ans, je suis encore là, c'est parce que j'ai reçu tellement de témoignages, tellement de retours de la différence que ça peut créer au sein des familles. C'est extraordinaire. Je veux dire, c'est ça le moteur, c'est ça l'essence de mon moteur. C'est les retours que je reçois des gens partout. Derrière moi, vous voyez les dessins. En France, je suis allée raconter les blipoux dans une école avec des enfants et les enfants m'ont fait des dessins des blipoux par la suite. Alors, j'ai reçu par la poste une bonne journée, une pleine enveloppe de dessins d'enfants. C'était leur blipou à eux. Eh ben, Alors, je ne Roselyne, parle pas des blipoux parce que tu me fais un point en or pour annoncer la prochaine personnalité qui prend la parole. J'ai donc voilà, OK, je l'honneur me… de pouvoir introduire Genoveva Desplats, animatrice Oui, Faber et Maslich. Merci beaucoup, Roselyne, encore pour tous ces éclairages. Genoveva, tu connais Roselyne depuis longtemps. C'est oui, toi qui as pris en main aussi tout ce qui touche la représentation des ateliers de Faber et Maslich dans le monde francophone. tout à Alors, fait. parle-nous déjà de ton travail, hein, avec à la Oui. fois des animations, des conférences et bien sûr les blipous. C'est à toi, je te laisse la parole. Alors, merci Gila, merci Martin, merci Roselyne et merci Anne-Cécile qui nous accueille techniquement. Et merci à vous tous, donc, évidemment. Alors oui, avec Roselyne, ça a été une rencontre très, très intéressante et c'est vraiment passionnant parce que moi, je transmets avec beaucoup de passion cette approche. Donc, j'ai fait un peu la suite de ce qu'elle vient d'introduire, c'est-à-dire que je crois qu'il y a des parents, des enseignants, des grands-parents, là, on retrouve de tout dans les ateliers, alors c'est ça qui est génial. Je retrouve, voilà, toutes sortes de personnes qui souhaitent vraiment améliorer la relation avec les enfants et vraiment dans les cadres, que ce soit professionnel, personnel, dans les relations avec les petits-enfants. Vraiment, c'est extraordinaire. Je parle toujours comme ça parce que ça me passionne. Et notamment alors quand j'ai découvert quand Roselyne m'en a parlé, que je découvre qu'il n'y a pas seulement pour les parents, pour les adultes, cette approche, on peut le transmettre aussi pour les enfants. Et donc, parce que Adèle Faber et Hélène Maslich, elles ont écrit 2 livres pour enfants, Bastien le Blipou et Bastien le Blipou vont à l'école. Donc, voilà. Je vous le montre juste comme ça. Et alors, dans l'idée, donc les versions en anglais datent des années 90. Et alors, dans l'idée de transmettre ça, c'est-à-dire que moi, j'aime bien parler des 2 choses que je trouve extraordinaires dans cette approche, en fait, 2 habilités. Hein. Là, on peut dire le mot tel quel, les habilités. Qui sont l'accueil des sentiments, évidemment, parce que c'est vraiment la base de toute communication. Comme l'a dit Roselyne, si on n'accueille pas le sentiment d'un enfant, déjà, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de lien, et ça va juste traîner, ça va juste faire boule de neige, et puis ça, voilà, on n'arrive pas à grand-chose là-dedans. Et alors, il y a l'accueil des sentiments, et puis il y a aussi ce qu'on appelle la résolution de problèmes. Ceux qui ont participé aux ateliers, ceux qui ont lu les livres, parmi vous, il y en a une partie qui connaissent déjà l'approche et qui sont sensibilisés à ça. Et en fait, c'est une dynamique qui est très, très joliment exposée dans ces livres-là, justement parce qu'en fait, il s'agit de Bastien, qui est un petit garçon qui a des problèmes avec son entourage, sa petite sœur, ses parents, son ami Samuel. Voilà, tout le monde lui en veut et lui, il est fâché contre tous aussi. Et puis voilà. Et au bout d'un moment, il se retrouve à pas savoir comment gérer ça et pas savoir quoi faire. Et donc l'histoire est racontée d'une façon très imagée, très, très ludique. Ça fait un peu rêver
voyez. Et puis, il y a les blipous, ces deux petits personnages qui viennent le rencontrer et puis lui dire, voilà, on a des ressources pour toi, on a des manières de faire qui pourraient peut-être te donner des idées. Alors, évidemment, il y en a un qui le taquine un peu, qui pousse un peu dans le sens vas-y, tape, crie. Et puis, il y a Maury, l'autre personnage, qui lui dit non, mais ça ne va pas fonctionner. Et c'est plutôt dans l'idée que ce que j'aime bien, c'est que c'est là où on retrouve cette dynamique de résolution de problèmes, c'est-à-dire Bastien, il apprend comment je peux communiquer avec les autres et essayer de résoudre ce problème dans ce qu'on appelle la bienveillance, c'est-à-dire j'arrive à exprimer mes émotions et mes besoins, mais sans s'attaquer l'autre personne. Et les blipous, ils montrent ça. C'est-à-dire, voilà, il y en a un qui lui propose des choses qui ne fonctionnent pas et ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Et il y a l'autre qui lui dit, voilà, et si tu essayais d'exprimer comment tu te sens? Alors, Bastien, il est pensif, il essaye, et au bout d'un moment, il se rend compte que oui, effectivement, il y a un dialogue, et puis cette dynamique de résolution de problèmes, elle propose aussi le fait que l'autre personne s'exprime aussi, c'est-à-dire, à l'occasion, c'est beaucoup le parent, les parents ou l'adulte qui accompagne, ou l'ami, la petite sœur. Donc, cette autre personne, elle va aller dans le sens de ses propres émotions aussi. Et puis, ensemble, ils vont trouver ce qu'on appelle un compromis. Hein. C'est ça qu'on apprend aux enfants avec ces deux livres-là, à faire des compromis avec l'autre. Voilà, qu'est-ce qui convient à l'autre, qu'est-ce qui me convient à moi, comment je peux aborder le problème. Et alors, ce qui est très, très riche dans ces deux histoires, donc, parce que la deuxième, donc la première, il s'agit de cas concrets de tous les jours à la maison, avec son copain, avec sa petite sœur, avec ses parents. Et les deuxièmes, alors là, on rentre dans un sujet, moi je trouve que c'est encore plus puissant, puisqu'il s'agit de l'arrivée de Bastien dans une nouvelle école. Il a déménagé et puis il n'est pas très content parce qu'en plus il a du stress, il a l'appréhension, il est inquiet et ses parents ils essayent de le rassurer. Alors nous parents adultes, on essaye beaucoup de rassurer les enfants. Hey, t'inquiète pas, hein, comme tu disais Roselyne tout à l'heure, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça fait pas mal, ça va aller, ça va passer, etc. Et en fait, Bastien, j'adore quand la partie où il dit, où on voit Bastien est inquiet. En fait, malgré le fait que ses parents lui disent, mais t'inquiète pas, tu vas retrouver des copains. Et voilà, et en fait, il est toujours inquiet. Donc là, il a besoin de blipous à nouveau. Hein. Les mêmes personnages qu'on retrouve là. Là, ici, il a encore besoin de blipous. Il s'est dit, si les blipous étaient là, alors qu'est-ce qu'il me dirait, voilà. Et donc, il s'agit de ça, cette histoire, c'est dans les limites aussi de l'harcèlement scolaire, parce qu'on retrouve des situations, voilà, Bastien qui est rejeté, il veut bien aller jouer, et puis en même temps, les enfants lui disent, non, tu joues pas avec nous. Et puis, il y a aussi des situations où il est en difficulté. Il est en difficulté émotionnelle. Et alors, ce qui est génial, c'est ça, c'est qu'il retrouve ces petites voix à l'intérieur. Moi, j'aime bien parce que c'est un peu comme le blipou à chacun, vous voyez. Moi, parfois, je dis, blipou, qu'est-ce que tu me dirais là? Et j'appelle un peu le blipou, moi aussi. Donc, du coup, il y a une voix intérieure qui va être dans un sens ou dans l'autre, et puis il va retrouver un discours utile ou pas utile. En fait, moi, j'aime bien dire ça parce qu'on est beaucoup dans le gentil, le méchant. Ce garçon, il est méchant et tout. Alors, il ne s'agit pas de ça. Dans ces histoires, il s'agit vraiment de ce que je communique, ce que j'applique comme démarche. Hein. Et quelle est ma démarche? Et en fait, Bastien, il se rend compte qu'il y a des démarches qui sont utiles et des démarches qui ne servent à rien du tout et qui vont le mettre encore davantage en difficulté. Et alors,
je vous résume comme ça, hein, mais bon, ce qui est passionnant, c'est de lire l'histoire, évidemment. Et puis, bah, forcément, on est là aujourd'hui aussi parce que notre cher Gila a fait que ces personnages, je sais pas, je trouve un peu comme si tu laisses ça rendre vivant, tu vois. Moi, j'aime bien dire ça parce que et en fait, Gila, elle a prêté les voix de Blipou. Tu nous feras une petite démonstration tout à l'heure, hein. Et donc, on a, aux éditions du Phare, a produit les CD audio. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de concret dans cette ressource, hein? C'est une ressource pédagogique, moi je dirais aussi, relationnelle et pédagogique. C'est que les enseignants, et pas seulement les enseignants, mais les animateurs des centres de loisirs, les personnes qui accompagnent les enfants, les parents même, hein. Moi, j'ai eu le cas d'une maman qui dit je vais proposer les Blipou, une lecture des Blipou pour l'anniversaire de mon enfant. Donc, oui, pourquoi pas. Donc, on a le livre, on a le CD, et puis, on a un support visuel, hein, des diapos qui peuvent être projetés en même temps qu'on fait la lecture ou qu'on écoute les CD, qu'on fait la lecture. Enfin, il y a vraiment à nous, à chacun de jouer avec ça, avec tout ce matériel qui est à disposition. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il y a donc les enseignants qui l'appliquent dans des classes, donc, qui peuvent le présenter comme un atelier. On le présente comme un atelier. Moi, j'anime relativement souvent cet atelier, les 2 thèmes d'ailleurs. Et donc, les enfants, ils s'adorent. Donc, ça s'adresse à des enfants à partir de 4-5 ans parce que ça peut être un peu long si on raconte toute l'histoire. Mais bon, on peut essayer toujours à partir de 3 ans. Mais moi, je dirais 4-5 ans jusqu'à 12 ans. C'est très, très, très adapté. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? C'est-à-dire qu'on a ces supports-là. On retrouve aussi l'idée que pour les adultes, on se rend compte, en fait, moi, en lisant l'histoire, je me rends compte que beaucoup d'adultes ne se rendent pas compte à quel point l'enfant il a du potentiel relationnel. Moi, j'aime bien le nommer comme ça. Parce qu'on se dit, waouh, en fait, un enfant est capable de résoudre ses propres problèmes si on lui en donne l'occasion. Et quand on lui donne l'occasion de vraiment d'abord accueillir ses propres sentiments, les nommer, les partager avec l'autre, et que l'autre va aussi faire de même, l'enfant, il est beaucoup plus ouvert. C'est quelque chose qui s'est produit. C'est pas magique parce que c'est même scientifique, hein. Mais je veux pas parler de cette partie-là, sinon on en a pour 3 heures. Mais sinon, quelque chose qui s'ouvre, comme si on ouvrait une boîte à trésors et qu'on se dit, waouh, là, j'ai des ressources en moi et je peux les appliquer et je peux résoudre mes propres problèmes, je peux donner des idées. Les enfants sont super contents de donner des idées. Voilà. Moi, je peux peut-être finir avec un témoignage d'une petite fille qui, je racontais l'histoire, donc on avait fini l'atelier, on a une discussion après l'atelier, ça c'est après la lecture, pardon, donc qui complète l'atelier. Et j'avais fini l'histoire, et puis elle s'approche, et puis elle me dit, tu sais, madame, oui, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec mon frère. Mon frère, voilà, il me prend mes jouets, il me crie, il me tire les cheveux. Enfin, elle me raconte ça après l'atelier, hein, à la fin. Elle dit, ah oui, alors je l'écoutais. Et puis, au bout d'un moment, elle se met à réfléchir. En fait, ça a duré un moment. Alors, on était toutes les deux comme ça. C'était super. Bon, l'atelier est fini, mais moi, je suis toujours là. Et puis, voilà. Et j'écoutais cette petite fille, et en fait, elle a fait un silence. Elle s'est dit, mais tu sais, madame, j'ai trouvé des idées. Ah, d'accord. Bon. Et tu vas les appliquer? Ouais.
je vais lui dire, enfin, elle a dit quelque chose comme, voilà, je vais parler avec mon frère ou quelque chose comme ça. Et voilà, je trouvais ça génial parce qu'en fait, elle avait besoin de ces silences-là. On donne très rarement on se donne très rarement le temps d'écouter les enfants et leur donner l'occasion de réfléchir par eux-mêmes. Et c'est ça. Alors, c'était très, très, très touchant. Oui, oui, oui. Voilà, voilà. S'il y a d'autres choses à dire par rapport au blipou, donc. Merci Genoveva, merci de ce témoignage qui est si touchant. Alors il y a plein de réactions dans la chat box, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir. Il y a des questions notamment sur le côté pratique de présentation aux enseignants, présentation à l'école de ces 2 albums. Comment est-ce qu'on peut les présenter? Est-ce qu'il y a une lecture? Est-ce qu'ensuite il y a des activités pédagogiques vis-à- -vis de ça? Et puis aussi, bien sûr, la spécificité de l'approche de parentalité de Faber et Maslich par rapport, je dirais, à une autre parentalité, à d'autres méthodes. Donc, ça, j'aimerais bien que vous puissiez y répondre, Genoveva et Roselyne. Oui. Alors, peut-être je commence par le côté... donc, comment ça se passe concrètement? C'est, voilà, bon, un atelier, on va dire un atelier conte blipou, ça dure environ 1 heure parce qu'on a le conte, donc qui peut durer, la lecture, elle peut durer, la présentation, elle peut durer à peu près 20-25 minutes, à un rythme assez soutenu quand même. Ensuite, on a une discussion, parce que c'est très important de ne pas rester juste dans la lecture. Et puis voilà. Quand on a un groupe, évidemment. Alors, ça peut se passer avec des adultes, c'est-à-dire que l'enfant vient accompagner des adultes, de ses parents ou de ses grands-parents ou de la nounou ou l'assistant maternel, enfin la personne qui le garde, ou en classe, tout simplement avec des enfants, des élèves. L'enseignant peut présenter ça pendant une vingtaine, 25 minutes à peu près, et puis avoir une discussion. Alors, cette discussion, elle va porter justement sur la notion de compromis, la notion d'accueil des sentiments, la notion aussi de qu'est-ce qui a été utile pour Bastien, qu'est-ce qui n'a pas été utile, et puis de savoir comment il s'est débrouillé en fin de compte avec ses propres ressources, comment les blipous l'ont accompagné pour trouver des solutions. Donc concrètement, c'est ça, c'est qu'on a le livre. Bon, bien sûr que le livre, quelqu'un qui transmet la lecture tout simplement, c'est quand même génial de pouvoir seulement le lire avec son enfant, tout simplement, c'est fait pour, évidemment. Après, pour les enseignants, pour les personnes qui sont en charge d'enfants, ils peuvent utiliser tous les supports, soit inviter l'enfant à lire et parallèlement écouter l'histoire. Donc, de toute façon, il y a ce qu'on appelle des rideaux pour la lecture, donc pour suivre la lecture, et soit on le lit nous-mêmes et puis on projette le diaporama qui suit les images de la lecture. Voilà. Et donc, tu confirmes que c'est à partir de 4 ans, c'est ça? Oui, 4-5 ans, oui. Jusqu'à 12 ans, on va dire que tous les primaires, en fait, je pense que c'est l'âge idéal pour les blipous. Après, il y en a plus petits, il y en a même plus grands, même le pré-ado, ils peuvent aimer les blipous. Voilà, c'est ça. Voilà, on va bien voir. Alors, oui, Roselyne est en train de montrer des illustrations qui sont très belles. Et donc, Roselyne, est-ce que tu peux nous faire un petit point justement sur la particularité de l'approche Faber et Maslich par rapport à d'autres méthodes de parentalité? Et comment est-ce que toi, tu définirais la parentalité positive? Mais, en partant, j'aime pas les comparaisons, mais c'est on sûr a des que questions je peux parler de moi. Pourquoi moi, j'ai tellement adhéré à cette approche-là plutôt qu'aux autres, puis que je l'ai transmise pendant toutes ces années-là.
c'est parce que je me suis retrouvée dans ça, tu vois. Il y a tellement c'est bourré d'exemples concrets de tous les jours. On se voit là-dedans. On se voit comme parents en train de se poser plein de questions, de re-questionner des interventions qu'on a faites. Parfois, on se sent coupable parce qu'on sait qu'on n'a pas bien intervenu, on était fatigué, on était épuisé. Et puis là, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Mais Faber Maslich nous donne des alternatives. Qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place? Ça permet de se re-questionner sur des interventions qu'on a faites et puis là, de corriger le tir, si je peux dire, tu vois. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est jamais au bout des ressources. Moi, je dis que on a tout le temps un autre outil, puis si celui-là ne fonctionne pas, parce que comme disait Genoveva, ce n'est pas une baguette magique. Mais si celui-là ne fonctionne pas, on en a un autre. Et puis, on en a encore un autre. Et puis là, quand on grandit, comme je mettais dans un des commentaires, on grandit avec l'approche. OK? On apprend. Il y a un travail qui se fait sur soi-même en même temps parce qu'on re-questionne tous la façon que nos parents ont agi avec nous. Certains disent, ben moi, je ne veux surtout pas reproduire. Il y en a d'autres qui disent, ah ouais, moi, j'ai eu des bons parents et tout ça. Mais on est perdu dans tout ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui est vraiment utile dans nos interventions? Qu'est-ce qui va vraiment faire que le lien va être nourri entre nous et l'enfant et qu'on va devenir pour eux quelque chose de solide? On va leur donner une base sur laquelle et qui pourront toujours se retourner vers nous s'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie, tu vois. Alors, je dis que c'est au niveau, on travaille vraiment au niveau de la relation, OK? En mettant ces outils-là en place, on touche à quelque chose de fondamental, c'est la relation avec l'enfant. Et même au niveau de l'école, tu sais, comme on apprend à écouter les sentiments de l'enfant, mais on apprend à parler de nos sentiments. Alors, à venir jusqu'à maintenant, moi, je n'ai pas connu beaucoup d'enseignants qui parlaient de leurs sentiments devant les élèves. Et ici, dans cette approche-là, ben oui, on apprend à parler de nos sentiments aussi. Alors, c'est d'humain à humain qu'on se parle. Les enfants ne veulent pas déplaire. Ils ne font pas des trucs juste pour déplaire. Souvent, c'est parce qu'ils ne savent pas mieux. OK? Et puis, quand il y a un adulte devant qui est capable de dire moi, ça m'a blessé ou moi, je suis fâchée et que l'enfant voit la réaction de l'adulte, mais il a envie de s'autocorriger, il a envie de faire mieux. Alors, on grandit avec l'approche, on grandit avec nos enfants. C'est une aventure extraordinaire. Comme vous voyez, je pourrais vous en parler pendant des heures. Merci Rosine. Ah oui, on sent combien est-ce que ça vous habite, Genoveva et toi, bien sûr. Alors, moi, je voudrais vous proposer de vous faire un peu de lecture. Alors, je me suis présentée tout à l'heure un peu pompeusement en tant qu'ambassadrice de la paix, mais mon premier métier, c'est quand même comédienne et j'ai été nommée artiste de l'UNESCO pour la paix pour le travail que je fais au travers du théâtre vis-à-vis des droits de l'homme. Et ça a été un bonheur de pouvoir enregistrer ces deux contes que sont les Blipous et les Blipous vont à l'école. Et donc, je serais ravie de pouvoir vous interpréter un très court extrait, si vous êtes d'accord. Bastien jette un coup d'œil par-dessus la couverture. Juste au pied de son lit, deux petits bonshommes sont là, à peine plus gros que son index. Ils sont tous deux habillés de vêtements argentés. De leurs chapeaux jusqu'à leurs petites chaussures, tout est argenté. Bastien n'a jamais rien vu de pareil. Doit-il leur parler? Et s'il ose, vont-ils lui répondre? Qui êtes-vous? Murmure Bastien. Je m'appelle Maury, dit le plus grand, avec son long corps argenté, puis en secouant les gouttes de pluie. Je m'appelle Gorge, dit le petit ventru, entre deux reniflements. Mais vous êtes quoi? Demande Bastien. Nous sommes des Blipous, répond-il en chœur.
D'où venez-vous? De la blipousphère. Où est-ce? Des questions, des questions. Groge se racle la gorge et se mouche bruyamment dans un petit mouchoir. Dis-lui, toi. Moi, il faut que je me sèche. Maury grimpe sur les genoux de Bastien et s'assoit. La blipousphère, c'est loin, très très loin d'ici, dit-il en pointant son doigt vers le ciel. Loin, comment? Demande Bastien. Au-dessus des nuages et en dessous de la lune. Comment êtes-vous venu jusqu'ici? Nous sommes montés sur une goutte de pluie qui tombait vers la terre. Mais comment allez-vous repartir? Nous allons marcher sur un rayon de lune. Groge se racle encore la gorge. Qui, quoi, oh, comment? Grogne-t-il avec impatience. Quelle importance? Comment nous sommes arrivés ici? Ce qui importe, c'est pourquoi nous sommes ici. Tu n'as pas demandé pourquoi. Tu ne veux pas le savoir? Avant que Bastien puisse répondre, Groge continue. Le travail d'un blipou, c'est d'aider les enfants qui ont des problèmes. Et toi, petit, tu as un gros problème. Mais ce n'est pas de ma faute, dit Bastien. Tout le monde cherche la bagarre avec moi. Et sans raison en plus. Voilà, c'était un extrait des Blipous. Merci Gila. Alors moi justement j'ai beaucoup aimé non seulement enregistrer les Blipous mais me former également en tant qu'animatrice Faber et Maslich, et aujourd'hui j'ai le bonheur de pouvoir animer en France aux côtés de Genoveva des ateliers dont celui Frères Sœurs sans rivalité. Et ce que je peux dire sur cette approche en différentiel des autres, c'est que c'est vrai, elle se concentre sur le lien, elle est extrêmement concrète, avec des illustrations, des jeux de rôle, des bandes dessinées, avec en fait une réflexion sur qu'est-ce que je pourrais dire qui puisse à la fois montrer à l'enfant que j'accueille le sentiment, que je ne le juge pas, que je ne l'enferme pas dans un rôle, dans une étiquette. Et je trouve que l'approche permet de reconsidérer cette notion de communication pour retrouver la chaleur de la mise en énergie. On a quelquefois l'idée qu'un enfant, c'est un petit adulte. Et quelquefois, en fait, on réalise que ces enfants, ils sont un peu comme les Blipous aussi. Ils viennent aussi d'une autre planète, avec d'autres référentiels, avec d'autres façons de réfléchir. Et quelquefois, on présuppose qu'ils comprennent certains mots qu'on leur dit, alors que ça n'a pas du tout lieu d'être. Et je trouve que Faber et Maslich ont compris dans cette approche un vrai respect du monde de l'enfant, sans brusquerie et sans volonté de vouloir essayer de plaquer des choses purement d'adultes, avec bien sûr un respect du parent. Voilà. Alors, je vais vous laisser la parole. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, notamment pour Martin, pour Roselyne, pour Genoveva, et je vais me tourner vers Anne-Cécile pour lui demander, la voici, de nous rejoindre. J'ai tout réactivé. Parfait, d'avoir la bonté de nous faire savoir ce que pensent les nombreuses personnes qui sont encore connectées. C'est ça, donc j'ai fait une petite sélection. Alors d'abord, avant de passer aux questions, j'aimerais juste te transmettre, Gila, tous les remerciements des personnes qui te disent merci pour le partage et qui disent merci Gila, j'ai fermé les yeux et je me suis laissée porter, on s'y croirait. À quand la suite? On veut tout entendre. Voilà, donc je voulais quand même te le dire, que tu aies aussi ta minute de gloire ce soir. Merci Anne-Cécile. Voilà. Merci. Alors, vous faites trop bien Groge aussi. Adèle qui a 7 ans, qui transmet le petit message. C'est mignon. Voilà. J'arrête pour les petits témoignages, il y en a beaucoup. Merci à tous. Je vais commencer par une question pour Martin.
Alors Martin, d'abord, je vais réactiver votre micro peut-être, ça va aider. Alors, est-ce que vous pouvez parler? Que ça fonctionne? Oui, Oui, ça y est. absolument. Super. Alors, ça va être plus pratique. Martin, il y a une question qui est, votre application sera-t-elle assurément composée d'histoires dites bienveillantes? Absolument. Il y a aucune exception, aucune exception à ça sur les 150 audios déjà disponibles et sur tout ce qui arrive. Et il y a 1000 choses à faire. Évidemment, ce n'est que le début de l'aventure. Et ce qui est super, c'est que ça a émulé des idées, notamment connectées à la bienveillance et à la parentalité positive, dont une que nous échangeons avec Gila. Donc voilà, pas de crainte là-dessus. Merci. Une seconde question pour vous, Martin. Peut-on écouter quelque part des extraits pour se faire une idée? Et est-ce que les blipoux font partie des histoires de votre application? Alors non, les bipoux ne font pas encore partie des histoires de l'application. Et pour l'instant, on travaille en histoire originale parce que c'était aussi intéressant de partir d'une page blanche, notamment pour toutes ces choses qui ont changé dans le bon sens aussi. On parle souvent des choses qui évoluent dans le mauvais sens, mais il y a plein de choses qui évoluent dans le bon sens, dans la place des femmes, dans l'approche de l'éducation, dans beaucoup de trucs. Et c'est vrai que là, bon, je vais mettre un petit peu un petit pied dans la mare, mais c'est vrai que moi, en tant que papa, j'ai eu beaucoup d'expérience aussi avec les contes classiques. J'ai lu et partagé avec mes enfants plein de choses, y compris du répertoire classique. Et je me suis rendu compte que il y avait quand même des choses qui aujourd'hui me semblaient inappropriées, désuètes, pas toujours dans le bon sens du terme. Et donc, c'est intéressant de travailler avec de la création et de l'écriture d'aujourd'hui, justement pour s'inscrire dans le thème de la bienveillance, pour s'inscrire dans les valeurs qu'on partage tous ici aujourd'hui. Pour écouter des extraits, alors il y a deux moyens. Le plus simple, c'est de s'inscrire sur l'Instagram alma.studio.app, dans lequel il y a beaucoup d'extraits dans les stories en nouveauté. Il y a aussi des histoires complètes dans le feed. Il faut un petit peu chercher, mais ça présente le panorama des histoires. Et puis, effectivement, c'est quelque chose qu'on est en train de corriger, mais c'est pas encore le cas maintenant. Il faut une carte bleue pour faire la période d'essai. Néanmoins, la période d'essai est gratuite. On peut évidemment se désabonner si on n'est pas satisfait. Et c'est quand même vraiment le mieux parce que cette application, quand on l'a en main, on comprend la démarche, le travail qui a été effectué et elle parle un peu d'elle-même. Merci beaucoup, c'était très complet. Je précise, parce que c'est vrai que j'oublie toujours de préciser ça. Pour faire ça, il faut passer par le site internet de l'application qui est almastudio.com. Effectivement, c'était important de préciser. Merci beaucoup. Personnellement, j'irai voir et j'envisage tout à fait de penser à ça pour Noël. C'était très personnel. Merci Martin. Je vais passer à une question pour Gila. Alors, qui n'a pas vraiment à voir avec le sujet de la soirée, mais je me dis que ça peut répondre peut-être à des interrogations de plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'une ambassadrice pour la paix? Et comment en es-tu arrivée à devenir ambassadrice pour la paix? Voilà. Alors, là, c'est effectivement, c'est presque pas du tout la thématique de la soirée. Je suis désolée, mais je me disais que ça pouvait apporter quelque chose oui, quand même. Tout à fait, même si en termes de journée, on a cette journée internationale de la paix qui nous réunit ce soir. Être ambassadeur de la paix, ça suppose de pouvoir être nominé par quelqu'un auprès de l'UNESCO. Et donc, à partir de là, après avoir une recommandation, vous pouvez être pris en considération. J'ai eu la chance d'être nommée par Elie Wiesel,
qui connaissait bien Chaim Guinot, d'ailleurs, puisque tous les deux, ils sont survivants de la Shoah. Et donc, comme j'ai fait mon doctorat avec Elie Wiesel sur la question de comment le théâtre, l'expression, la communication bienveillante peut aider à pouvoir transmettre la question du témoignage précieux que les survivants portent, c'est dans ce cadre-là qu'Elie Wiesel m'a recommandé auprès de l'UNESCO. Et ce que je veux dire, justement, sur une touche personnelle, c'est que je suis moi aussi maman de 2 très jeunes enfants qui ont 3 et 4 ans. Et je peux vous dire que j'apprécie tous les jours de pouvoir avoir les ateliers Faber et Massich, les recommandations, et avoir également accès à Alma Studio. Donc c'est pour ça que les deux, pour moi, ce soir, représentent des piliers de ce que devraient être des outils concrets de parents dans ce cadre-là de Journée internationale pour les droits de l'enfant. Merci Lila. La prochaine question va être pour Genoveva. Alors Genoveva, il y a eu plusieurs remarques en fait, plusieurs réactions. Alors ton micro est activé. Oui. Il y a eu plusieurs réactions. Alors je ne sais pas si les personnes sont enseignantes, mais beaucoup de questions autour de l'école et notamment une: pourquoi cela ne fait pas partie des programmes scolaires? Alors, tu n'as peut-être pas la réponse, mais je sais que tu as des informations par rapport à ça et la question me semble vaste et intéressante. Oui, c'est intéressant comme question et ça motive encore plus. Oui, c'est vraiment… Alors, c'est un travail, on va dire, c'est un peu long à vraiment s'occuper, se focaliser sur la formation des enseignants, parce que il y a un format spécifique, parce qu'il y a une durée, parce qu'il y a tout l'aspect financier aussi. C'est vraiment tout un travail un peu comme un puzzle, vous voyez, et il faut vraiment caler les pièces une par une. Alors, on a fait quelques expériences déjà. Donc, on a fait quelques expériences auprès des enseignants. Moi, j'ai testé ça aussi avec de petits groupes d'enseignants. On avait testé aussi avec des grands groupes d'enseignants. Mais disons que ce qui bloque parfois, c'est l'effet que, idéalement, il faut que ça rentre dans le programme, mais le programme officiel, en fait. Et pour que ça rentre dans le programme officiel, en France, il faut beaucoup de démarches dans le sens d'agrément, dans le sens de format. Donc, bon, je vous assure, on y travaille. Je pense qu'on est dans les bons chemins parce qu'il y a des écoles même qui ont leur propre budget et ce n'est pas seulement une question de budget, c'est aussi la disponibilité des enseignants, de personnel des écoles, parce que ça ne s'adresse pas seulement aux enseignants, c'est-à-dire que ça s'adresse aussi au personnel de cantine, par exemple, les personnes de service, les directeurs. Enfin bon, c'est vraiment à certains moments, quand on voit le projet, quand on fait les rédactions de projets qui s'adressent aux écoles, on parle d'une culture commune, on parle d'une manière d'être, et c'est là où il faut trouver le bon format, en fait, qui soit compatible avec le programme de formation de l'éducation nationale. Donc là, je vous parle concrètement de l'éducation nationale, parce que si c'est des écoles dites alternatives ou privées avec un fonctionnement spécifique, là, ça rentre parfois sans problème, parce que ça permet d'aménager le format des formations des enseignants. Mais bon, après, voilà, il y a les agréments, il y a tout un travail administratif aussi, pas seulement concernant le format, mais c'est aussi administratif. Ouais. On y travaille. On y travaille avec mes collègues aussi, il y en a quelques collègues aussi qui sont enseignants, enseignantes et enseignants, donc même dans d'autres pays, pas seulement en France. Là, je parle particulièrement de la France, mais sinon, il y a des écoles. Là, par exemple, on a l'exemple d'une école au Togo qui est en train de mettre en place
des ateliers pour plus de 300 élèves. Donc, c'est un projet et un des enseignants, il est à fond là-dedans. Donc, on a beaucoup d'espoir. Moi, je suis très optimiste. Merci, Genoveva. Moi aussi, je suis très optimiste. Ouais. Je me permettrai juste de compléter par une toute petite anecdote. Roselyne Roy a animé une conférence spécifique pour les enseignants au mois de mars dernier à Strasbourg auprès de plus d'une centaine d'enseignants et d'enseignants en formation. Je crois que sur les 8 conférences de sa tournée à cette période, ça a été celle qui a eu un succès le plus grand et le plus flagrant. Et à la fin, les enseignants, après plus de 2h30 de conférence, ne voulaient pas que ça s'arrête, étaient débordés de questions et on demandait à quand la suite et comment on peut faire pour intégrer ça dans nos écoles. Donc, je voulais juste partager ça parce qu'il y a effectivement une énorme demande et voilà, il n'y a plus qu'à. Donc, les enseignants, à vous de jouer. Oui, pardon, et c'est vrai que je rebondis dans ce que tu dis par rapport aux conférences, en fait. On n'a pas encore parlé de quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire qu'on a un réseau, on est un réseau d'animation, d'animateurs, d'animatrices mondiales. Hein. C'est vraiment, on est vraiment partout. Alors, on a notamment, par exemple, une collègue enseignante au Japon. Donc, cette personne, voilà, donc c'est pour vous dire, c'est énorme. Et si vous avez envie, par exemple, si vous êtes des enseignants, des directeurs, directrices, directeurs d'écoles, de crèches, de structures éducatives, en fait, on peut aussi proposer des conférences ponctuellement qui peuvent inviter, éveiller l'envie d'aller plus loin, hein, de faire tout, la totale, tous les programmes. Voilà. Merci à Merci. Une question désormais pour Roselyne, forcément. Alors, Roselyne, que je reprenne la question. Voilà. Alors je pose la question telle quelle. Est-ce que les ateliers font le lien entre le développement de l'enfant et son comportement pour expliquer aux parents que l'enfant n'est pas un petit adulte? Oh, ok. C'est une approche qui n'est pas théorique. C'est une approche où on n'est pas dans l'intellect, on est dans l'expérience. Ok. Mais nécessairement, ça sous-tend. C'est en filigrane, c'est là. On apprend à comprendre l'enfant, on apprend à se mettre à la place de l'enfant. Quand on parle de l'écoute des sentiments, par exemple, quand un enfant nous fait une déclaration, le chauffeur d'autobus a crié après moi, puis tout le monde arrive dans l'autobus, ok? On aurait tendance à dire, ouais, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi il a crié après toi, tu vois? Puis là, à la place, mais on est plutôt dans, oh, ça t'a vraiment mis mal à l'aise. T'étais gêné en présence des autres. Alors, on apprend à se taire, à laisser tous nos, comme disait Genoveva, nos jugements de côté, tout ça, comme on parlait Guilla, et puis on se met à la place de l'enfant. Et puis, alors effectivement, on est dans une relation où on respecte justement son développement, okay? Parce que le plus petit va le dire d'une façon, mais le plus grand va le dire d'une autre façon. Mais quand on est dans l'écoute des sentiments, peu importe l'âge, bien sûr, on va adapter notre vocabulaire. Hein? Okay? Les mots qu'on va utiliser vont dépendre de l'âge de l'enfant. Mais vous seriez surpris à quel point même un petit enfant, Genoveva a parlé de la résolution de problèmes. Dans son livre, Johanna a parlé pour que les tout petits écoutent. On commence à faire de la résolution de problèmes avec des enfants de 2 ans, du moment qu'ils parlent. On peut faire une résolution de problème avec un enfant qu'on est en train d'éduquer à la propreté et puis on a de la difficulté et il fait partie du problème, donc il fait partie de la solution. OK? Alors, OK, longue réponse que je pourrais m'étendre, mais encore une fois, oui, sans aller par l'intellect puis enseigner toute cette approche-là de façon intellectuelle, dans le pratico-concret, on respecte effectivement tous les stades de développement de l'enfant.
Par exemple, l'ado, je pourrais parler de l'ado aussi. L'ado, il se tait. À mesure qu'ils vieillissent, les enfants, pourquoi ils se taisent? Pourquoi l'ado, lui, il met des écouteurs dans ses oreilles puis il ne veut plus nous entendre? Mais c'est parce qu'il y a des années où il a senti qu'il n'avait pas été écouté, peut-être. OK? Alors, tout d'un coup, quand un parent, pour la première fois, arrive à la maison et dit « Oh, comme ça, tu étais fâché parce que le prof de gym a voulu que tu restes sur le banc plutôt que parce que tu avais oublié ton short. » OK? Waouh! Qu'est-ce qui se passe avec toi, la mère, là? Le père devrait prendre ces cours-là, lui aussi, là. Tu vois, il y a une surprise de l'ado que le langage qui sort de la bouche du parent est différent. Mais waouh, c'est waouh parce que c'est différent de ce qu'il entendait avant. Puis là, il y a une place pour la parole. Maintenant, on peut dialoguer, on peut Merci, s'entendre. Roselyne. Pardon, j'ai eu un petit problème de connexion. Je crois qu'on a été en décalage. Merci, Roselyne. Ah, ça va. C'est bon de m'arrêter parce que moi, je peux être partie pour la gloire avec les réponses. J'ai plusieurs réactions aussi par rapport à Martin, des personnes qui me demandent avec quelle personne en fait vous travaillez, quelle voix on peut retrouver. Vous avez parlé tout à l'heure de vos histoires qui étaient contées par des personnalités et du coup il y a de la curiosité par rapport à ça. Alors là j'ai été particulièrement gâté sur ce domaine puisque beaucoup de comédiens français, j'espère bientôt des Canadiens également, ont répondu favorablement. Alors je vais en citer quelques-uns. Il y a donc Virginie Efira, Clovis Cornillac, Manu Payette, Daniel Mesguich, Anaïd Rosam, Fadili Camara, Elie Semoun qui était avec moi aujourd'hui, Gérard Jugnot, Marianne Chazelle, j'en oublie des tonnes. Ils sont tous sur le site, évidemment, et c'est vrai que on a essayé de proposer aux enfants des immersions complètes dans des mondes de narration avec du son, un peu comme au cinéma, des musiques, et de les embarquer dans des histoires sans l'écran. Merci. Et on me pose également une question. Est-ce que les personnalités, je ne sais pas s'ils sont tous acteurs, donc je ne vais pas dire les acteurs, est-ce que les personnalités avec qui vous travaillez sont parents tous, ou est-ce que ça a une importance dans le choix de la personne, vu qu'on est sur le thème de la parentalité? C'est une super question parce que effectivement, 100% des parents, 100% des comédiens sont parents, et je pense que l'envie était réciproque de la part des comédiens, de la part de nous, de finalement, je crois que quel que soit son talent, quand on est parent, on a aussi envie de le mettre un peu au service de ses enfants. Et donc même, par exemple, je l'ai pas cité, mais même Ahmed Silla, par exemple, qui fait une série hyper marrante, il y a aussi des choses très légères et vraiment de comédie. Même Ahmed Silla, qui est un des plus jeunes talents de l'application, parce que je pense qu'il a même pas 30 ans, et parent de 2 petites filles. Et c'est aussi ce qui lui a donné envie de mettre son talent au service des histoires d'Alma Studio. C'est effectivement intéressant à savoir. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Je crois que je vais repasser la parole à Gila. Merci beaucoup, merci beaucoup Anne-Cécile. Alors écoutez, on va vous remercier tous d'avoir été présents. Merci bien sûr à tous les intervenants. Un petit mot de la fin, peut-être pour chacun, un dernier tour de table avant de se quitter ce soir. Ça peut être un dernier conseil sur la parentalité positive, ça peut être votre définition de la parentalité positive. Je donne la parole à Roselyne. Je vais juste répondre à une petite question que j'ai vue en passant qui m'a vraiment intéressée avant de répondre à la tienne, Gila. C'est qu'il y a quelqu'un qui a posé la question en quoi l'approche Faber-Maslich était différente des autres approches. OK? Et puis, il y a une chose qui me vient comme réponse, c'est que dans Faber-Maslich, on apprend qu'est-ce qui ne fonctionne pas avant d'apprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place.
Je pense que c'est très particulier à l'approche Faber-Maslich, OK? Moi, j'appelle ça les exercices de prise de conscience. Quand on fait un atelier, on fait un jeu de rôle, on fait une activité pour comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas. J'ai vu la question passer de quelqu'un qui disait, comment on fait coopérer un enfant? C'est sûr, donner des ordres, ces chaussures-là, il faut qu'elles disparaissent de là tout de suite. Tu sais, on utilise, on en a plein la tête, on est fatigué de notre journée, tout ça, puis en plus, ces enfants-là ne coopèrent pas, tu vois. Alors, on apprend que les ordres, les enfants répondent très mal à ça. Alors, on fait des jeux de rôle pour prendre conscience de qu'est-ce qui ne fonctionne pas et après, on remplace par des habiletés. Puis ça peut être aussi, ça va vous paraître ridicule, mais ça va être tes chaussures, okay? Tes baskets qui sont. Alors l'enfant fait, oh, c'est vrai, je les ai laissés là. Il faut que je les mette au bon endroit, tu vois. Alors, en tout cas, on utilise plein d'autres techniques pour faire coopérer, mais c'en est une entre autres. Et ma définition de la parentalité bienveillante, je ne sais pas si j'en ai une. Pour moi, c'est Adèle. Ah tiens, je vais finir avec une note d'Adèle, parce qu'Adèle disait, on a beau apprendre toutes ces habiletés-là, on se penche là-dessus, on essaie de comprendre, on essaie de mettre en pratique, on se corrige. À quelque part, il réside tout en chacun de nous, un parent bienveillant, bien sûr. On ne veut pas les heurter, ces enfants-là. On les aime, OK? Mais parfois, on ne sait juste pas comment s'y prendre. Alors, Adèle a dit de toutes ces habiletés-là, a dit si on apprenait à se connecter à notre cœur. Connecter à notre cœur, a dit, à quelque part, a dit, je pense que là, a dit, les bonnes paroles viendraient naturellement. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Alors, moi, je vous passe juste sa parole à elle. Mais je suis convaincue on est tous bienveillants à la source. On fait des erreurs, puis on ne sait juste pas par quoi remplacer, quoi faire à la place. Et puis, les outils Faber-Maslich, c'est une aide précieuse dans cette grande aventure qui est celle d'être parent. Merci. Merci beaucoup, Roselyne, pour ce très beau mot de la fin. Genoveva, je vais tourner vers toi pour savoir si tu veux dire encore un mot avant qu'on termine ce webinaire. Un conseil de parentalité positive, pratique, de ton point de vue d'animatrice peut-être. Alors, moi, en tant qu'animatrice, je ne donne pas de conseils. Désolée. Parce que normalement, le but, c'est le but, c'est de rendre autonomes les adultes et évidemment les enfants par la suite. Hein. Mais je vois très bien l'idée, en fait, c'est plus donner des pistes. Hein. Moi, j'aime bien parler de pistes d'action, pistes de réflexion, comment on peut dire ça. Alors moi, j'aime bien, vous savez, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on rencontre souvent dans les ateliers, c'est-à-dire qu'on a les personnes qui viennent parfois et qui croient qu'avec ces ateliers, ils vont se faire obéir. Non, c'est pas ça. Alors, est-ce que je peux lire le petit extrait que j'adore et qu'on finit très souvent les ateliers avec ce petit extrait? C'est la page 118-119 de ce livre-là. Voilà. Et qui résume très bien quel est le but de cette approche et quel est le but de la parentalité positive ou bienveillante en réalité. Parce qu'il ne s'agit pas d'une seule approche. Moi, je trouve que vraiment, avec les autres approches qui peuvent exister, qui peuvent apporter d'autres informations, hein, parce que c'est souvent ça, ça apporte des informations et des cas pratiques. Donc, moi, je trouve qu'il y a un point commun, hein, si on parlait, parce que tout à l'heure, on parlait des comparaisons. Alors, moi, je trouve que vraiment, il y a un point commun entre tout ce qui nous fait être là aujourd'hui, tout simplement,
Alors, je vais vous lire. On nous demande parfois, donc racontent les auteurs, bien sûr, si j'utilise ces habiletés de façon appropriée, mes enfants vont-ils toujours réagir en conséquence? Nous espérons que non. Les enfants ne sont pas des robots. De plus, notre but n'est pas de présenter une série de techniques de manipulation du comportement capables d'entraîner une réaction automatique. Notre but est de nous adresser à ce qu'il y a de meilleur chez nos enfants. Leur intelligence, leur initiative, leur sens de responsabilité, leur sens de l'humour, leur capacité à être sensible aux besoins des autres. Nous voulons mettre fin au discours qui blesse l'âme et recherchons un langage qui nourrit l'estime de soi. Nous voulons créer un climat émotionnel qui encourage les enfants à coopérer parce qu'ils se soucient d'eux-mêmes et qu'ils se soucient de nous. Nous voulons donner l'exemple d'une communication respectueuse, espérant voir nos enfants utiliser avec nous. Maintenant, pendant l'adolescence et finalement, une fois devenus nos amis à l'âge adulte. Donc moi, j'aime bien ces petits résumés de la dizaine de livres qu'on a à disposition. Voilà. Et dans le sens de la coopération, comme disait Roselyne, c'est pas pour qu'ils coopèrent, c'est pour qu'ils se responsabilisent, en fait. L'idée de coopérer va vraiment en lien avec l'idée de autonomie. C'est ça. Donc, coopérer dans le sens de ne pas obéir. Exactement. Oui, on a longtemps cultivé l'idée que les enfants, il fallait qu'ils soient obéissants, qu'ils soient sages. Okay? Alors ici, ce n'est pas ce qu'on recherche dans l'approche. On cherche leur coopération qui est très différent que de l'obéissance. Et ça donne pas du tout le même impact à long terme sur l'estime de soi des enfants. Merci beaucoup Genoveva, merci Roselyne. Martin, un mot de la fin? J'irai très très vite. J'ai passé un très très bon moment. J'ai appris énormément de choses. Je voulais vous remercier Anne-Cécile, Genoveva, Roselyne et toi également Gila de m'avoir convié à cette belle réunion. Je terminerai par la chose que j'aurais retenue, c'est l'écoute. L'écoute des enfants et c'est quelque chose que je peux améliorer moi dans mon expérience personnelle et je voudrais remercier toutes les personnes tous les participants justement pour leur écoute parce que je suis super impressionné. Moi j'ai l'habitude de faire des lives dans des cadres plus de divertissement et je pense que l'attention et l'écoute des personnes qui participent se comptent en une poignée de secondes. Et j'ai été hyper impressionné de voir que quasiment tous les participants sont restés pendant l'heure et demie. Et je trouve que c'est en écho à ce que je disais au début sur le sens de tout ce projet sur les enfants. Le pari est bien gagné parce que ça me remplit d'ondes positives et bienveillantes de participer à ce genre d'initiative. Merci à toi, Martin, vraiment. Collaboration, Martin, éventuelle. On pourrait y penser. J'espère qu'on va y penser. Oui. Voilà, il y a des choses qui se décident là sur ce plateau. Vous êtes tous témoins de collaborations qui naissent. En tout cas, voilà, je vous remercie moi aussi tous et toutes d'avoir été présents. Un petit mot juste avant de partir sur cette notion d'habileté qu'on utilise beaucoup et qui peut être un peu difficile à comprendre quand on ne connaît pas le contexte de Faber et Maslich. Quand on parle d'habileté, il faut imaginer en fait que l'on parle non pas de savoir-faire, mais plus de savoir-être, savoir développer. C'est vraiment des facultés qui sont à chaque fois dans la possibilité de la personne pour aller vers l'enfant. Donc, c'est des choses qui sont à développer, à vivre. Et c'est vrai, hein, je reprends l'expression de Roselyne, c'est pas intellectuel, c'est pas conceptuel, c'est avant tout expérientiel. Ce sont des choses qui sont à vivre, à faire évoluer, à faire grandir dans la relation parent-enfant. Et moi, c'est ce qui me touche profondément avec l'approche Faber et Maslich. Merci encore à tous
de votre participation active pour les internautes. Merci à nos intervenants. Vous rappelez aussi que vous allez recevoir de façon très pratique un email avec toutes les récapitulations de ce qu'on a pu dire et puis aussi des codes promo et des supports aussi, si vous le souhaitez, pédagogiques. Tout ça, ce sera Anne-Cécile qui vous l'enverra. Merci encore Anne-Cécile. Merci Anne-Cécile. Merci à toi, Pilar. La technique. Merci vraiment à tous d'avoir été là et de la chaleur. On a senti les ondes Internet vibrer de joie et de bienveillance. Merci aussi à vous d'être touchés par cette question de la parentalité positive. Bonne chance pour le reste. Et puis à très bientôt sur notre site, aux éditions du Phare, Parents du monde entier. Et puis bien sûr sur le site de la plateforme Alma Studio. Très